Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Vous savez que la lutte écologique, c'est ma priorité, avec la lutte animaliste qui pour moi est la même. J'ai déjà détaillé ça dans d'autres vidéos. Et je critique ouvertement des personnes qui se représentent de l'écologie, en particulier Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, que j'estime parfaitement incompétents et même contre-productifs par rapport aux luttes dont nous parlons. Mais pour l'instant, ça va plus loin que ces deux individus ou que le petit parti élevé en France. Il y a véritablement des actions qui sont entreprises par différents individus, y compris Extinction Rebellion, entre autres, mais pas seulement. Et dans les médias comme au niveau politique, on entend parler d'écoterrorisme. Je voudrais faire une réflexion par rapport à ces actions. Je ne vais pas vous dire que tout est bien ou tout est mauvais. Je vais essayer d'avoir une analyse nuancée, tout en restant dans la légalité. Parce que je voudrais quand même souligner quelque chose que j'avais déjà souligné lors de la crise sanitaire, où j'avais parlé des injections. Maintenant, sans doute que je pourrais faire cette vidéo avec moins de précautions, mais j'avais dû être très indirect pour parler de mon avis sur les injections et de l'avis de façon générale des scientifiques, des vrais scientifiques. Je ne parle pas des propagandistes de plateau, parce que en fait, il y a une grosse censure sur ces sujets sensibles. Maintenant, concernant la crise sanitaire, à mon avis, c'était honteux de censurer. Parce que il faudrait que les scientifiques qui ont des avis divergents de ceux qui conseillent le gouvernement puissent s'exprimer. C'est la base de la démocratie. Par contre, je suis tout à fait conscient que les réseaux sociaux ne peuvent pas accepter des appels à la violence. Donc s'il y a des actions violentes, quel que soit mon avis, je ne dis pas que je les soutiens, mais même si je les soutenais, je ne pourrais pas le dire. Attention, ici je ne fais pas du second degré pour essayer de cacher des choses, je vais parler de façon suffisamment claire. Non, je ne fais pas d'appel à la violence, de toute façon, ce n'est pas du tout mon style. Ce que j'ai déjà dit, et pas seulement à propos de la crise sanitaire, regardez-moi ce chien, hein? S'il n'est pas adorable, c'est une chienne, c'est Canella. C'est la chienne des cabanes. Donc, je précise, comme vous le savez, j'adore les animaux, ça comprend les humains, je ne ferai pas de mal à une mouche, ni en humain. D'ailleurs, je préfère souligner ce que j'ai dit en avril, dans une vidéo concernant l'élection présidentielle, c'est que si on n'élisait pas une personne qui sortait de l'Union européenne, eh bien nous ne pourrions plus gagner la guerre de la liberté, je vais l'appeler comme ça, de façon démocratique et légale. Mais attention, il y a des actions non violentes qui sont illégales. Bon, donc c'est important d'être nuancé. Mais c'est un choix tout à fait raisonnable et honorable de se dire « j'aime mon pays, il est en plein naufrage et je vais essayer de le sauver en restant à l'intérieur ». Ce n'est pas nécessairement le plus efficace pour le sauver, mais ça peut être une option et en tout cas je ne vous décourage pas à le faire. Par contre, il faut que vous soyez conscient de la réalité. Ce ne sera pas de manière démocratique. De manière démocratique, c'est foutu. Et ne comptez pas sur les élections de juin qui ne changeront rien du tout. C'est une façade. Surtout quand on voit que Mélenchon, qui est devenu sans doute le plus grand traître du XXIe siècle pour la France, est en train de soutenir Emmanuel Macron. Macron imposera à la France les volontés de l'Union européenne, quelles que soient les élections législatives. Maintenant, concernant les actions qui ont effectivement lieu. Des gens qui bloquent la circulation sur des axes importants. Des gens qui jettent de la peinture sur des œuvres d'art dans des musées. Des gens qui se collent sur des objets, je ne sais plus, pour empêcher des activités industrielles, par exemple. Et en particulier, c'est très important, les manifestations qui ont apparemment dégénéré contre les bassins de retenue d'eau au profit de l'agriculture, contre lesquels sont les manifestants. Donc je voudrais faire un petit bilan de tout ça, donner mon avis et expliquer quels sont les points forts et les points faibles des manifestants, de leur lutte, est-ce qu'ils sont sur la bonne voie, au niveau objectif, au niveau tactique. C'est pas la même chose, on peut avoir des bonnes idées et mal les mettre en place. On peut avoir des mauvaises idées, mais avoir une bonne stratégie. Tout est possible. Et donc, je voudrais regarder tout ça avec vous dans les détails. Action totalement absurde. Je veux dire, préférer la planète plutôt que l'art, ça ne veut rien dire. Ce qui est totalement absurde est son commentaire. Elle n'a rien compris à ce qui se passe. Elle n'a rien compris aux objectifs de cette action. Je n'ai pas dit que je la soutenais. Mais ce commentaire-là montre qu'elle ne comprend rien, Natacha Polony. En fait, imaginez-vous
que vous êtes dans une maison avec votre famille et la maison se met à brûler. Vous constatez le feu, vous revenez dans le salon et vous criez « Papa, papa, il y a la maison qui brûle ». Et votre père, il est en train de regarder la télévision. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous rapprochez et vous voyez qu'il ne décroche pas les yeux de son écran. « Papa, la maison brûle ». Il ne bouge toujours pas. Vous allez éteindre la télévision ou vous mettre devant. Vous n'avez rien contre la télévision en particulier, c'est pour attirer l'attention. Et si votre père n'est pas en train de regarder la télévision et qu'il lit un livre, vous allez peut-être lui arracher le livre des mains, ou vous allez mettre votre main devant sa lecture. Ou si votre père est en train de jouer un jeu sur l'ordinateur, vous allez vous mettre devant l'ordinateur. La question, c'est d'attirer l'attention. Que Natacha Polony, directrice de Marianne, dans le journal comme ça, ne comprenne pas ça, c'est vraiment déplorable. Avec la question de savoir à partir de quel moment exactement ils passeront à des actions plus violentes. Bon, ben encore, elle n'a rien compris. Où est la limite? Nous sommes en danger grave d'extinction. Notre espèce est en danger avec des milliers d'autres. Selon l'ONU, c'est pas moi qui le dis, c'est 1 million d'espèces vivantes qui sont menacées de disparition avec nous si nous ne changeons pas de comportement. Donc il faut absolument que nous changions de comportement. Or, les gens ne changent pas de comportement. Donc il faut les interpeller à tout prix. Donc, les gens qui ressentent ça, où est leur limite? Mais il n'y a pas de limite. Qu'est-ce qui pourrait bien être pire que l'extinction d'environ 1 million d'espèces, dont la nôtre? Moi, je ne vois pas trop. Donc, même si pour réveiller l'humanité, il fallait sacrifier quelques milliers de vies humaines, ce serait totalement mineur par rapport à leurs objectifs. Attention, cela ne veut pas dire que je souhaite qu'on sacrifie des vies. J'ai précisé, je ne le souhaite absolument pas. Je ne dis pas non plus que jeter de la sauce tomate ou je ne sais plus quoi sur ces tableaux est la bonne manière. Mais je ne peux pas jeter la pierre aux gens qui essayent quelque chose. Surtout par rapport à des gens comme Natacha Polony qui n'essayent rien du tout, qui se trompent complètement de combat et qui ne comprennent pas ceux qui ont les bons objectifs. Si la stratégie de ces militants est mauvaise, admettons, il faudrait que des gens plus intelligents comprennent quels sont leurs objectifs et leur conseillent une meilleure stratégie. Voilà ce que j'attends de Natacha Polony. La société peut-elle contrer ces minorités actives est une question à laquelle le politique n'a pas répondu depuis plus de 20 ans. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes a fait jurisprudence et aujourd'hui, ces contestations s'étendent pour un oui, pour un non. Des hurluberlus ont arrêté hier soir les voitures sur le pont de Sèvres quand d'autres gugus entrent dans les musées, l'un pour se coller le front à un tableau, l'autre pour vandaliser une toile historique. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous propose ce matin de méditer sur cette question. Alors, c'est très intéressant parce que Pascal Praud dit parfois des choses intéressantes, parfois il dit des choses extrêmement stupides, et je pense qu'ici, il bat en record en stupidité. Parce qu'en fait, il pose une mauvaise question. Si ça fait 20 ans qu'il y a de tels activistes, j'ai pas mesuré, c'est qu'il y a un problème. Ils veulent signaler un problème, et ils ne trouvent aucun moyen démocratique qu'il y ait une réaction du politique. Vous êtes passager dans le bateau, vous êtes 2 sur 10 000 à avoir vu la fuite et à avoir vu que le bateau commence à descendre. Vous allez interpeller le capitaine, il ne vous écoute pas. Vous interpellez des membres de l'équipage, il ne vous écoute pas. Et ça fait 20 ans, bon, dans l'image d'un bateau qui coule, disons ça fait 2 jours, que vous essayez d'interpeller les autorités légitimes par rapport à un problème, et personne ne vous écoute. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez essayer de montrer le problème aux autres passagers. Donc, l'idée de bloquer la circulation permet d'interpeller les gens et de leur dire « Attention, notre bateau que nous avons tous en commun coule, il faut qu'ensemble, nous forcions les responsables à prendre des décisions qui vont arrêter le naufrage. » C'est vraiment ça l'idée. Je parlais des hurluberlus ou des gugus qui manifestent aujourd'hui. Comment les appeler autrement? Le monsieur qui s'est collé le front à un tableau, vous l'appelez comment? Un fasciste. Oui, alors j'ai pas voulu employer ces mots-là, c'est pour ça que j'ai voulu employer des mots plus légers, mais je voudrais... Fasciste. Rendez-vous compte. C'est assez extraordinaire. Il n'y a personne qui écoute le message, qui se demande pourquoi est-ce que ces gens veulent lancer l'alerte,
et on ne pense qu'à les insulter. Gugus, fasciste, je sais pas quoi. Moi, je m'en fous que ce soit gugus ou fasciste. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas leur message? Et donc, ça revient à la question de Natacha Polony, quelle est leur limite? Mais tant qu'on ne les écoute pas, il n'y aura pas de limite. Si on les écoute, ils n'iront pas plus loin. C'est vrai qu'on voit quand même ce qui s'est passé hier, parce que c'est tous les jours maintenant. Vous allez voir ce sujet d'Augustin Donadieu, je vous assure, ça risque de mal se terminer. Regardez le sujet. Leur méthode est radicale, s'introduire en pleine circulation sur des voies rapides. Hier soir, ils étaient 11 militants écologistes à bloquer l'une des routes les plus fréquentées pour sortir de la capitale. L'exaspération des automobilistes ne s'est pas fait attendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, avant que les gens pètent un plomb, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va mal tourner. Honnêtement, ça va mal tourner. Moi, vous croyez que ça m'amuse à 65 ans d'être ici? Mais restez chez vous alors, madame. Mais non, parce que... Restez chez vous. Vous pensez vraiment que vous allez faire quelque chose? Ça va rien changer ce que vous faites. Bien sûr que ça changera rien. Je trouve ce petit échange entre la manifestante et cet automobiliste intéressant. Parce que je vous ai dit que je ne défendrai pas à 100% un camp ni l'autre. Vous avez compris que je ne défendrai pas à 100% le camp du pouvoir. Si vous me connaissez, ce n'est pas une surprise. Mais je ne défends pas non plus à 100% le camp des manifestants. Non pas forcément parce qu'ils ont des mauvais objectifs. Je pense, je ne suis pas dans leur tête, qu'ils ont des bons objectifs, mais je pense qu'ils s'y prennent mal. Et effectivement, ici, je pense que l'échange montre parfaitement pourquoi elle s'y prend mal, cette dame. Elle dit, est-ce que ça m'amuse d'être ici ? Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée de dire ça. Et donc le monsieur lui dit, alors rentrez chez vous. Et c'est là qu'elle devrait profiter de l'occasion pour dire, mais justement, je ne veux pas que vous pensiez que je veux vous empêcher de vivre votre vie. Je veux au contraire vous sauver d'une situation qui arrive droit devant nous et que vous ne voyez pas. Je veux vous alerter pour que vous nous rejoigniez dans notre lutte, pour réveiller le gouvernement et qu'il prenne les bonnes décisions. Voilà, ça ce serait l'occasion. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, quand on est sur place, quand on est stressé, quand il y a la police qui arrive, on ne trouve pas toujours les bons mots. Mais je pense qu'ils ont ouvert une possibilité de dialogue et qu'ils n'en profitent pas. Donc mon idée, ce serait effectivement, on interrompt la circulation, mais il faut profiter, surtout quand la caméra est en train de filmer, pour dire pourquoi est-ce qu'on est là. Elle ne l'a pas fait, c'est dommage. l'écologie, je veux, ça va 2 minutes. Mais leur... L'écologie, je veux bien, mais ça va 2 minutes. Les gens ne se rendent pas compte. Le terme écologie a été tellement galvaudé que les gens pensent que c'est une sorte d'idéologie, que c'est une sorte de lubie, que c'est une sorte de religion. Je ne sais pas quel terme utiliser. Mais en fait, est-ce que gérer correctement ses ressources est une idéologie? Vous savez, c'est comme si vous êtes dans une maison et qu'on a un seul compte pour toute la famille. En compte commun des parents et les enfants, par exemple, n'ont pas accès au compte ou bien ils ont une carte sur le compte, je ne sais pas. Et puis, il y a une partie de la famille qui gaspille tout l'argent au point que les autres ne peuvent plus manger. Et donc ceux qui ne peuvent plus manger vont trouver ceux qui gaspillent l'argent et leur dire maintenant stop, on va partager les ressources parce que sinon nous on va crever de faim. Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une folie, ce n'est pas une religion, c'est juste du bon sens. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que de ce que je vois des images, je ne suis pas dans les manifestations, il faut penser que les journalistes choisissent leurs images. Les rédactions choisissent les images qu'ils publient. Il y a peut-être des images plus intéressantes qui ne sont pas publiées. Donc je ne jette pas la pierre à tous les manifestants. Mais dans ce qu'on voit, on ne retire rien de concret, rien de positif. Sur cette émission, de la faute des journalistes, peut-être de la faute des manifestants, j'en sais rien, peut-être qu'ils ont eu des très bonnes interviews qui n'ont jamais été publiées, eh bien on ne voit pas, on ne comprend pas pourquoi est-ce que ces manifestations existent. La tension monte d'un cran. On fait quoi d'être là? Les blocs de circulation, on ne fait pas d'ailleurs. On l'a déjà fait, monsieur. Alors je ne sais pas, encore une fois c'est un petit échange qu'on devrait souligner, qu'on devrait sous-titrer. Le policier dit vous ne pouvez pas aller ailleurs et elle répond on l'a déjà fait. Encore une fois, ici évidemment c'est court, je ne sais pas si la dame se rend compte qu'elle est filmée, que ça va passer à la télévision, ça je ne sais pas. On l'a déjà fait. En fait, je traduis, évidemment c'est plus facile pour moi, avec distance, avec le temps de préparer ma vidéo, etc. Ce sont des gens qui ont déjà tout essayé. Ils ont voté à droite, ils ont voté à gauche, ils ont voté écolo, ils ont voté peut-être au niveau de la mairie pour un maire qui promettait ceci, cela, ils ont rejoint des associations écologiques, naturalistes.
Je sais pas moi, évidemment je n'ai pas leur parcours, mais ce qu'elle essaye de dire, c'est qu'elle a déjà tout essayé, les autres voient, et aucune n'a rien donné. Alors de façon désespérée, dans une situation d'extrême urgence, elle ne trouve rien d'autre pour faire parler de sa cause que de bloquer la circulation. Bloquer la circulation qui n'est absolument rien, en tout petit détail, par rapport à la gravité de la situation. Qu'est-ce qu'on fait sur deux? Parce que là, il y en a hier, il y a un type qui est monté au Panthéon. Pendant la terreur, les millénaristes, hein, Les oui, les millénaristes, c'est des millénaristes, gens qui ont étaient les apôtres de l'égalité, de la fraternité, de la liberté, mais ils étaient également les apôtres de la haine de soi et de la haine de l'autre. Et là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ces gens qui se battent pour la planète ont fait une haine d'eux-mêmes, des vies intérieures, à mon avis, misérables. Rien d'autre à faire dans la vie que ça, et ils s'inventent des devoirs qu'on leur demande pas. Vous savez, je pense que cette idée est largement répandue. Ce que dit Yann Moix, que j'estime être une personne extrêmement idiote, je dis pas ça dans le sens d'une insulte, hein, je pense vraiment qu'il a, qu'on dit comme il manque une case, quoi, il est en quotient intellectuel extrêmement faible, mais en réalité, même si lui est une caricature de la stupidité, je pense que beaucoup de gens pensent la même chose que lui. Et d'ailleurs, écoutez un petit peu ce que dit ce youtubeur, que je salue au passage, j'ai déjà eu des échanges avec lui sur YouTube, il est au demeurant très sympathique, et je lui ai proposé en débat, quand il a le temps, pour que je lui explique mon point de vue et peut-être le faire réfléchir. Parce que lui, contrairement à Yann Moix, il a un cerveau fonctionnel. Il est mal informé sur l'écologie, mais il a un cerveau qui fonctionne. Donc discuter avec lui pourrait être très intéressant. Quelqu'un qui fait chier le monde en ce moment, c'est le gouvernement qui agit pas assez. Et ça, on en convient. Mais là, le problème, pourquoi vous n'allez pas devant les ministères? Pourquoi vous n'allez pas devant... Pourquoi vous n'allez pas faire chier justement les gens qui vous font chier? Donc vous voyez, vous avez compris, cette chaîne s'appelle Touche pas à mon YouTube, en référence à Touche pas à mon poste, l'émission de Cyril Hanouna. Et là, Cyril Hanouna discute avec des manifestants, et les manifestants disent ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire les passagers du bateau interpellent les capitaines, et ils n'ont pas obtenu de changement de comportement. Les capitaines continuent à aller droit, je sais pas, vers la cascade, vers la falaise, laissent le bateau couler. Et donc Cyril Hanouna leur dit, mais pourquoi vous n'allez pas voir les ministères? C'est justement ça, c'est parce que les ministères ne nous écoutent pas depuis, si je reprends l'estimation de Pascal Praud avant, depuis 20 ans. Donc ils cherchent une autre façon d'agir. Parce qu'en fait, là, ce que vous faites, c'est que, moi je comprends, comme j'ai dit, on est écolo et c'est très bien, vous œuvrez pour la planète et peut-être pour le futur, et peut-être pour le futur de nos enfants, de nos petits-enfants, de tout ça. Ça je comprends tout à fait, mais là en fait... Ça par contre, il faut arrêter. Là, par exemple, ce qu'il dit Hanouna, c'est faux, c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que, oui, vous pensez à la planète, mais ils s'en battent les couilles de la planète, de l'avenir de la France, de l'avenir du monde, et tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle d'eux, ils veulent se donner une aura, mais vous n'êtes rien du tout. Donc vous voyez, c'est bien ce que disait Yann Moix, c'est-à-dire que ce sont des gens qui, selon eux, ont raté leur vie, ils sont rien, ils n'ont donc pas de satisfaction personnelle, professionnelle, etc. Et ils feraient ça pour exister, pour se donner une raison d'être. Alors, est-ce qu'il existe des gens comme ça? Ça, c'est parfaitement possible. Mais vous conviendrez tous que, quelles que soient vos priorités dans la vie, vous soyez dans n'importe quel mouvement, que ce soit politique, que ce soit à gauche, à droite, au centre, écolo, naturaliste, même dans des groupes de sport, etc., vous avez toujours des individus vraiment motivés par la cause, par le sujet, par je ne sais pas quoi, et d'autres qui sont là, qui sont comme des boulets à raconter n'importe quoi. Hein? Ça, je pense que vous en conviendrez tous. Donc, dire que dans les milieux écologistes, il y a des individus qui ont trouvé ça comme moyen d'exister, je dis bien sûr que ça existe. Mais vous ne pouvez pas réduire un mouvement à ça. Quel que soit le mouvement d'ailleurs. Hein. Alors, moi je peux parler avant tout pour moi. Donc je voudrais faire un message à Yann Moix s'il m'écoute, mais j'ai des doutes. À ce youtubeur, pardon, j'ai oublié son prénom, je pense qu'il l'a dit une fois ou deux, mais en général il ne se présente pas, donc je n'ai pas retenu son prénom. Il y a d'autres types de personnes. Alors, quelle proportion? Je n'en sais rien. Mais je vais parler de moi. Je vais donner quelque chose que tout le monde va très bien comprendre. Chacun a le droit d'être passionné par ce qu'il a envie. Il y en a qui sont passionnés par des activités extrêmement superficielles, d'autres par des choses plus profondes, par leur religion, etc. Moi, ce qui me passionne, c'est de connaître de façon scientifique la nature. Et donc, mon rêve, quand j'étais adolescent, vers 13-14 ans, c'était de devenir un chercheur en biologie, en particulier
concernant les oiseaux. Et ça a été une partie de ma carrière de fait, mais je ne fais plus ça depuis plus de 20 ans. Pourquoi? Parce que chaque fois que je vais dans la nature pour faire de la recherche, ou pour guider les gens, parce que c'est ça qui m'a nourri beaucoup plus que de faire la recherche, mais j'aime bien aussi partager, la pédagogie, tout ça, ça me plaît, eh bien, je vois la nature qui se dégrade. Je vois des endroits magnifiques qui étaient pleins d'oiseaux, puisque c'était mon centre d'intérêt, mais ça peut être aussi des mammifères, des troupeaux d'antilopes, des singes, etc. Et quelques années après, quand je retourne, généralement pour guider à nouveau, ou pour guider dans un endroit où j'ai étudié, pour publier des articles, etc., eh bien, je vois que tout a été démoli. Et partout dans le monde. Ça a été surtout en Afrique dans les années 90, au début des années 2000, puis aussi un petit peu l'Amérique latine, puis plus récemment en Asie, etc. Eh bien, je vois tout qui se dégrade. Comment voulez-vous ne pas réagir? Si vous voulez, même si vous n'êtes pas humaniste, même si vous n'êtes pas docteur, si vous êtes seul sur une terrasse, sur le bord de la route, et vous voyez un enfant qui passe, à vélo par exemple, et qui tombe et qui se blesse, vous allez vous lever pour aider l'enfant. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Ça vous embête en fait. Au moment où vous le faites, sans doute, vous n'y pensez même pas. Vous le faites parce que vous êtes dans l'urgence, vous voyez un enfant qui pleure, vous allez vous en occuper. Mais au fond, si on vous demande, est-ce que vous préférez rester tranquillement sur la terrasse, en train de siroter votre jus de fruits, votre bière ou votre café, ou bien aider les enfants, ben, vous trouverez ça plus agréable de rester tranquillement assis et qu'il n'y ait pas d'enfant qui tombe. Mais quand l'enfant tombe, vous vous en occupez quand même. Eh bien, c'est exactement ma situation. Je préférerais passer ma vie à faire de la recherche, chercher des oiseaux rares, les étudier, comprendre pourquoi ils sont rares, les prendre en photo, publier des photos, publier des vidéos, etc., emmener des gens pour les voir, et qui me paieraient cher pour le faire, parce que c'est le cas en plus, les gens sont prêts à payer cher pour voir des oiseaux rares. Je préférerais faire ça que de devoir faire des vidéos où j'explique aux gens que s'ils ne changent pas de comportement, tout ça va disparaître, et eux aussi. Donc, comme dit la dame, je préférerais être chez moi, je ne suis pas là par plaisir. Eh bien, moi non plus. Donc, le point crucial, c'est que ces gens, que ce soit Pascal Pro, Yann Moix, le youtubeur dont je viens de parler, ce sont des gens qui ne sont pas prêts à entendre dans quelle situation on est. Non seulement ils nient les discours officiels, mais ils ne savent pas que les discours officiels sont largement en dessous de la réalité. La réalité est bien plus grave que ce que vous présente. Que ce soit les écologistes idiots comme Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, et même Émeric Caron, il est largement en deçà de la réalité. Eux ne veulent pas entendre ni le discours officiel de Macron et compagnie, ni le discours des écologistes de Jadot et compagnie. Ils croient que les problèmes sont très superficiels. Ici, on va toucher à un point qui est absolument crucial, et j'espère que vous allez tous écouter très attentivement. À cause de la pandémie, les scientifiques ont été totalement décrédibilisés. Or, ce n'est pas la science qui vous a menti pendant 2 ans. Ce sont des menteurs professionnels. Les gens qui sont venus sur les plateaux en vous disant que la solution passait par certaines injections, ce ne sont pas des scientifiques. Ou pire, ce sont des scientifiques qui se sont détournés de leur mission scientifique pour faire de la propagande contre de la corruption en argent, ou contre une notoriété. Jamais des scientifiques n'ont demandé à une population de se faire injecter de quoi que ce soit. Mais à cause de la pandémie et de tout le cinéma qu'on a fait, les gens ne croient plus la science. Et je les comprends, parce qu'on a présenté des mesures liberticides, inutiles, qui n'avaient aucun avantage au niveau de la santé, et on a dit, ça c'est la science. Alors maintenant, ils ne le croient plus. Mais la vraie science, moi je vous l'ai dit depuis le début, je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, que depuis février 2020 et encore en mars 2020, tout au début de la pandémie, alors qu'il n'existait pas encore les fameuses injections, je vous ai dit que les solutions qu'on allait vous proposer n'aideraient pas votre santé, mais serviraient à vous contrôler. Et je vous ai dit, en mars 2020, donc il fallait tout faire pour absolument refuser les injections. Que moi j'étais même prêt à aller m'isoler seul, vivre en forêt, loin de la civilisation, plutôt que d'accepter cette injection qui allait mettre à mal ma santé pour le restant de mes jours. Je regrette évidemment que plus de gens ne m'aient pas écouté, que mes vidéos n'ont eu que quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de vues seulement. Bon, c'est comme ça, j'ai fait mon possible. Mais alors quand on vient me dire maintenant
que les scientifiques ont conseillé le contraire. Je dis, ça dépend lesquels. Sauf que moi, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je ne suis pas corrompu, je n'ai pas fait ça pour avoir une notoriété, je vous ai simplement dit la vérité. Et plein d'autres scientifiques sont d'accord avec moi. Je vous rappelle que déjà en 2020, j'avais par exemple cité Alexandra Henrion-Caude, que personne ne connaissait dans le grand public, qui parlait un petit peu comme moi, et qui, elle, est une des scientifiques les plus expérimentées de France, et qui travaille dans ce domaine des virus, de la génétique, etc. Je ne sais plus ses qualifications exactes, je n'ai pas vérifié, mais c'est vraiment une experte. Elle vous a jamais demandé de vous injecter. Si vous aviez écouté cette science-là, la vraie science, pas celle de la propagande, vous auriez compris qu'on pouvait faire confiance en la majorité des scientifiques. Mais du coup, maintenant, quand on vous dit que toutes les études scientifiques vous alertent sur un danger imminent, eh bien, on ne les croit plus. Comme on dit souvent, à force de crier au loup, pour rigoler, eh bien, le jour où c'est vrai, on ne vous écoute plus. Imaginez qu'il y a une ambulance qui est bloquée parce que dedans il y a des enfants. Il y a un enfant qui est en train de mourir, c'est une urgence vitale. Et on ne peut pas venir le sauver. Et ça, c'est de l'écologie. Il dit que si on bloque la circulation, on risque de bloquer une ambulance et peut-être qu'un enfant mourra. Bon. Alors, c'est possible. Des accidents comme ça peuvent arriver. On fait une action et puis ça a des conséquences plus graves que ce qu'on avait prévu. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais savez-vous qu'il y a aujourd'hui, ce sont des chiffres de l'ONU, environ un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes. Toutes les 5 secondes. Vous savez pourquoi il meurt? La principale raison, c'est qu'on produit largement assez de nourriture pour les nourrir, mais 80% de la nourriture végétale qu'on produit, au lieu de la donner aux enfants, on la donne au bétail, qui gaspille 90%, dont la plupart va se retrouver en gaz à effet de serre, d'où le réchauffement climatique, ou en lisier polluant, d'où les zones mortes dans la mer, d'où les algues vertes en Bretagne, etc. Ça, c'est un vrai sujet. Et comment est-ce qu'on va arrêter ça? Comment est-ce qu'on va alerter pour qu'on arrête ces élevages et qu'on nourrisse enfin toute la population? Il y a des tas de gens comme moi qui le demandent aux politiciens, qui essayent via des associations d'ouvrir les yeux des gens, qui interpellent via des vidéos, etc. Personne ne les écoute. Et alors pour sauver ces enfants qui meurent toutes les 5 secondes, qu'est-ce qu'on va faire? Vous ne trouvez pas que ça vaut la peine de bloquer la circulation? Vous allez me dire, c'est pas pour ça, c'est pour l'écologie. Mais c'est le même sujet. L'écologie, ça commence par gérer les ressources convenablement. Or, les ressources, on les gaspille pour faire de l'élevage, au point qu'il y a environ 1 milliard de personnes sous-nourries chaque année sur la planète. C'est aussi de l'écologie. Alors pourquoi ils ne s'attaquent pas à Macron, aux politiques, aux choses sérieuses? Parce que s'ils s'attaquent au sérieux, ils savent très bien qu'ils vont faire un tour de grand 8. Il y en a un qui va perdre un œil, l'autre une main arrachée comme les gilets jaunes. Hein. Bien sûr qu'il faudrait s'attaquer à Macron, mais comme tu le dis très bien, on va se retrouver avec des mains arrachées, des yeux crevés, etc. Donc, le deuxième point le plus crucial, c'est de comprendre la situation dans laquelle nous sommes vraiment, mais 2, c'est aussi de comprendre qu'on n'est pas en démocratie, ou en tout cas plus en démocratie si jamais on l'a déjà été, ça se discute, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais qu'il n'y a plus de moyens démocratiques qui permettraient assez rapidement que nous prenions les mesures pour nous sauver. Donc, autrement dit, vous êtes sur le bateau, maintenant il a déjà à moitié coulé, le point de non-retour, c'est-à-dire le moment où c'est trop tard et on ne peut plus sauver le bateau, arrive dans quelques heures. Et on sait que pour différentes raisons, on ne peut plus atteindre le capitaine. Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce que vous voulez d'autre qu'alerter les gens, les passagers du bateau, pour essayer de trouver une solution? En tout cas, on est trop peu nombreux maintenant pour la trouver, il faut qu'on soit plus nombreux. Donc il faut réveiller les gens. Mais on peut les réveiller comment? Les gens qui sont en train de se prélasser sur le pont et qui ne voient pas que le bateau coule, si on va les interpeller, qui nous répondent « Tais-toi, tu nous embêtes ». Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, oui, alors moi, je suis désolée en fait que ce soit tombé sur ces gens et de les avoir bloqués. C'est pas du tout contre eux que je fais ça. Ça, c'est bien de le dire, voilà. Non, mais vendredi, elle pense sincèrement seulement. Vendredi, non, mais elle a l'air sincère. Après, arrêtez. Oui, mais c'est fait, c'est fait. C'est pas contre eux, mais c'est quand même eux qui ont. Laissez-la finir, laissez-la finir. Laissez finir Rachel. Seulement, voilà, en fait, je pense qu'une demi-heure de blocage sur la 6, c'est certes très pénible et j'en ai bien conscience. Mais par rapport à ce qui va nous arriver très prochainement, à toutes et tous, en fait, c'est rien. Et le problème, c'est qu'il faut essayer d'allier économie et écologie. Ça, c'est vraiment le truc. Et c'est ce que n'arrive à faire aucun gouvernement. Alors là, c'est très intéressant parce qu'il y a un point qu'on entend souvent. Cyril Hanouna dit « il faut allier économie et écologie ».
Le problème, c'est qu'on a un système économique qui est basé sur la destruction des ressources, le gaspillage des ressources. D'ailleurs, Charles Gave le dit souvent très bien, je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Charles Gave, mais au niveau économie, il est très fort, c'est que dans le système économique actuel, le produit intérieur brut, c'est en gros de l'énergie transformée. Donc, pour faire monter le produit intérieur brut, il faut consommer plus d'énergie. Or, l'écologie, c'est entre autres diminuer la consommation d'énergie. Donc, vous ne pouvez pas vouloir tout et son contraire. Donc, soit on continue à tout démolir, on va droit dans le mur, et on ne laisse que quelques années à l'humanité, soit on doit changer de système. Or, les gens qui sont au pouvoir ne veulent pas changer de système. Enfin, si, ils veulent le changer, en fait, mais pas dans le sens dans lequel on voudrait, c'est une autre histoire, mais le bon sens dans lequel on devrait changer le système, ou un des sens, parce qu'il y a peut-être plusieurs solutions, qui permettrait à l'humanité et à une partie de la biodiversité de survivre, le pouvoir n'en veut pas. Donc, quelle est la seule façon de changer le pouvoir? C'est de convaincre les gens, pour qu'on soit beaucoup plus nombreux, à le demander et à l'imposer. La demoiselle ou la dame essaye de dire quelque chose, une demi-heure de blocage sur je ne sais plus quelle autoroute, la 6, la 8, c'est rien en comparaison, puis on n'entend plus très bien ce qu'elle dit, mais évidemment que c'est rien. Pour moi, on est sur le bateau qui coule, vous allez essayer d'interpeller les gens qui sont en train de bronzer sur le pont, vous vous mettez devant eux et vous disent, vous êtes devant le soleil, vous allez gâcher mon bronzage. Et vous êtes là et vous dites, mais le bateau coule. Mais tire-toi, tu vas bloquer le soleil, mon bronzage est important. Pour moi, c'est ce dialogue-là qu'on entend. Et en fait, ils s'ennuient de la vie. La vie, elle est ennuyante. Vous voulez manger, partir en voyage, acheter une maison. Eux, mais ça, ils l'ont, mais depuis fort longtemps. Ils ont eu tout dans leur vie. Et c'est pour ça qu'ils se disent, ouais, bon, allez, je m'ennuie, quel combat, je sais pas, ouais, moi, ils s'ennuient et ils se trouvent un combat, l'écologie. Là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, ils croient que les gens se cherchent en combat parce qu'ils s'ennuient. Alors, c'est possible qu'il y en ait des comme ça, j'en ai déjà vu dans des associations, mais ce n'est pas du tout la majorité. Peut-être que c'est justement ceux-là qui sont invités sur le plateau pour décrédibiliser la cause. Ce ne serait pas une technique journalistique nouvelle, je l'ai vu dans d'autres causes. On peut inviter des écolos ou des prétendus écolos très mauvais pour décrédibiliser la cause. Mais vous ne pouvez pas généraliser un ou deux individus. L'humanité, elle évolue, elle continuera d'évoluer. Elle a connu pas mal de drames, de maladies, de grands caps technologiques à faire, et ça a toujours avancé. Voilà la démonstration de ce que je vous disais. Ces gens n'ont absolument aucune idée de la situation dans laquelle on est. Et je ne leur en veux qu'à moitié. En fait, je ne leur en veux pas personnellement. Parce que il y a deux raisons pour lesquelles ils ne voient absolument pas ce qui se passe. La première, c'est que des gens qui, pour des raisons stupides, une éclipse de soleil, une éclipse de lune, le calendrier Maya, l'an 2000, enfin je ne sais pas tout quoi, ils ont dit voilà, c'est la fin du monde. Et donc, c'est évidemment stupide, il n'y a pas de lien entre le calendrier Maya, une éclipse et la fin du monde. Ça n'a pas de sens. Déjà, la fin du monde, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un autre contexte, à force de crier au loup, bah forcément, à certains moments, on n'est plus écouté. Sauf que le jour où ça arrive vraiment, comment est-ce qu'on va faire pour réveiller les gens? Les scientifiques qui nous alertent maintenant sur le point de non-retour pour l'humanité, qui est extrêmement proche, selon les études, c'est entre 5 ans et 30 ans, disons les plus optimistes disent qu'on a 30 ans pour changer radicalement de comportement, tant qu'utiliser encore du pétrole pendant 200 ans, je suis désolé, c'est vraiment ridicule de dire ça. Et puis il y a un autre problème, c'est que les gens qui aujourd'hui sont censés être ceux qui crient au loup, de façon professionnelle, donc les écologistes, eh bien, ce sont des incompétents qui eux-mêmes ne connaissent pas la situation et qui utilisent des arguments complètement foireux. Je prends l'exemple le plus caricatural, je ne dis pas qu'ils sont tous aussi bêtes, mais regardez Sandrine Rousseau. Elle s'attaque au barbecue. Alors, s'attaquer au barbecue, elle a 100% raison. Je vous donne des arguments. 1. Le charbon de bois qu'on utilise en Europe pour griller la viande vient des forêts et des savanes naturelles d'Afrique. On déforeste massivement l'Afrique pour exporter du charbon de bois. Ça, c'est une catastrophe. Ensuite, la viande qui est sur le grill, directement ou indirectement, elle déforeste l'Amazonie. Alors j'en entends qui disent, oui, mais moi j'achète de la viande locale.
Alors je leur dis, oui, mais leur nourriture, elle est importée d'Amazonie. Non, 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 moi je connais mon éleveur. En printemps, elle est élevée à l'herbe et en hiver, il achète du maïs français. Oui, mais le problème, c'est que le maïs représente une grande part de la surface agricole française et que si on en rajoute pour élever le bétail en question, c'est de la surface en moins pour faire de la nourriture végétale, et donc la nourriture végétale, il faudra l'importer. Donc la viande qui est sur le grill déforeste l'Amazonie ou ailleurs sous les tropiques, le charbon de bois qui fait griller la viande déforeste l'Afrique, en plus, la viande est une des raisons pour lesquelles nous avons des pandémies. Ça, ce sont des arguments importants pour qu'on fasse progressivement, mais rapidement si possible, diminuer les barbecues dans nos pays. Et qu'est-ce qu'utilise comme argument Sandrine Rousseau? Le barbecue, c'est une histoire d'homme, c'est viril, c'est macho, je sais pas quoi, c'est encore le patriarcat. Mais alors elle est ridicule, et qu'est-ce que font les gens qui la trouvent ridicule et qui sont majoritaires? Et ils ont raison puisqu'elle est ridicule. Eh bien ils vont dire, rien que pour l'embêter, on va faire des barbecues. Et donc, les écologistes, aujourd'hui, sont contre-productifs. Et les trucs alternatifs, s'il doit y en avoir, ça se fera progressivement. Alternatif au pétrole, donc je suppose qu'ils parlent des éoliennes, etc., des voitures électriques. Mais on n'y arrivera jamais, tout d'abord parce que ce n'est pas une solution, ce ne sont pas des bonnes solutions, et en plus on n'a même plus le temps. Donc la question ne se pose pas. C'est pour ça que je répète, les écologistes sont des idiots, les gens qui critiquent les écologistes sont des idiots aussi. Et donc est-ce qu'on a une chance de nous en sortir? Mais franchement, je ne suis pas très optimiste, mais moi je vais continuer à faire mon possible pour informer correctement. Et je l'ai déjà fait, et j'invite toute personne qui écoute ma vidéo de faire un effort, parce que j'ai fait une autre vidéo l'année passée, qui est extrêmement riche au niveau du contenu, qui vous apprendra beaucoup de choses, mais elle est longue et elle est mauvaise techniquement. Donc un de ces jours, je referai une vidéo avec le même message, qui sera améliorée, mais enfin en attendant, allez la voir, parce que vraiment, vraiment, c'est très très important de comprendre quel est le problème, pourquoi il est urgent, et quelles sont les vraies solutions. Je vais encore en parler un petit peu ici, mais ma vidéo est déjà longue, donc je vais bientôt l'interrompre. Après ceci, prenez le temps d'aller voir cette vidéo de l'année passée. Elle est vraiment très, 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 très importante et elle vous apprendra beaucoup de choses. Je vous rappelle que j'avais déjà parlé de ce genre de sujet lors de la crise, en précisant que pour gagner, je dirais, en tant qu'écologiste, ami de la vie, il fallait que nous ayons une vision cohérente du monde d'après Covid. Malheureusement, je n'entends pas beaucoup de points de vue cohérents. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'en ont pas, ou est-ce que les personnes interviewées sont choisies pour décrédibiliser le mouvement? Les deux sont possibles. Même sur les groupes, les réseaux sociaux, où je rencontre beaucoup d'écologistes, je vois énormément d'incohérences. Il y a des individus cohérents, mais ils ne sont malheureusement pas majoritaires. Et donc, lutter contre les bassines, je dis oui, parce que non seulement, effectivement, ça va empirer la situation des nappes phréatiques qui est déjà mauvaise, ça va augmenter l'évaporation de l'eau, donc ça va diminuer la quantité d'eau douce disponible globalement, donc c'est tout à fait négatif. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Eh bien, on le fait pour arroser le maïs, qui demande beaucoup d'eau, et le maïs, c'est pas pour manger, c'est pour donner au bétail. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à des chiffres où, en kilo de viande, on vous dit que ça consomme 5, 10, 15 000 litres d'eau selon les sources. C'est pas toujours évident à calculer, puis ça peut varier d'une région à l'autre. Hein. Bien sûr, si on plante le maïs là où il y a des inondations, eh bien, il y a moins à arroser que si on le plante en plein désert. Mais tout ça pour dire que, globalement, c'est un énorme gaspillage d'eau, et on ne peut pas demander la fin de ces bassines si on accepte d'acheter le produit qui nécessite ces bassines, à savoir les produits animaux. Voilà, donc il y a vraiment toute cette cohérence que je ne retrouve pas beaucoup. Donc mon message pour les manifestants, pour les écologistes, c'est soyez cohérents dans votre comportement, sinon vous êtes inaudibles, et essayez d'expliquer cette cohérence. Parce que ce que je vois sur les plateaux télé, vous avez vu quelques extraits, c'est qu'ils comprennent absolument rien de ce qui se passe. Je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité, et je vous dis à bientôt.